Le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles, deux hommes signent un document qui va transformer le ressentiment en bombe à retardement. Les délégués allemands tremblent en apposant leur signature. Ce jour-là, exactement 5 ans après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, les vainqueurs de la Grande Guerre imposent à l'Allemagne un traité que les Allemands ne peuvent refuser sous peine de reprendre les combats. Ce qui se présente comme un traité de paix contient déjà les graines de la prochaine guerre. L'Allemagne n'a pas participé aux négociations. Pendant 6 mois, de janvier à juin 1919, les délégués des pays vainqueurs se réunissent à Paris sans inviter aucun représentant allemand. La conférence de paix réunit 27 puissances alliées, mais 4 hommes dominent les débats. Georges Clemenceau pour la France, David Lloyd, Georges pour la Grande-Bretagne, Woodrow Wilson pour les États-Unis et Vittorio Orlando pour l'Italie. Chacun arrive avec ses propres objectifs qui s'opposent frontalement. Clemenceau veut une chose, la sécurité absolue de la France. Il a vu 2 invasions allemandes en moins de 50 ans, celle de 1870 et celle de 1914. Le Tigre, comme on le surnomme, exige le démantèlement complet de la puissance allemande. Lloyd George jongle entre 2 impératifs contradictoires, punir l'Allemagne pour satisfaire l'opinion publique britannique qui réclame vengeance, mais pas au point de créer un déséquilibre permanent en Europe qui menacerait les intérêts commerciaux britanniques. Wilson débarque avec ses 14 points et son rêve d'une paix juste basée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il veut créer une société des nations qui empêchera toute future guerre. Orlando réclame les territoires promis à l'Italie en 1915 pour son entrée en guerre. Ces visions contradictoires produisent un compromis bancal. Le traité final satisfait partiellement chacun sans contenter personne. Le 7 mai 1919, les Alliés présentent le texte aux délégués allemands qui découvrent avec stupeur l'ampleur des conditions. Le comte Ulrich von Brockdorff-Rantzau, chef de la délégation allemande, lit le document et comprend que l'Allemagne n'a aucune marge de manœuvre. Les Allemands proposent des contre-propositions le 29 mai. Les Alliés les rejettent toutes. Le 16 juin, ils donnent à l'Allemagne un ultimatum, signé dans les 5 jours, ou subir une reprise de la guerre. L'armée allemande, démobilisée et épuisée, ne peut pas se battre. Le gouvernement allemand accepte ce qu'il appelle le diktat. L'Allemagne perd 73 000 km² et 7 millions d'habitants. L'Alsace-Lorraine retourne à la France sans consultation de la population. La France efface ainsi l'humiliation de 1871, quand l'Empire allemand avait été proclamé dans cette même galerie des glaces à Versailles. La revanche symbolique est complète, mais elle plante le germe d'une future revanche allemande. À l'Est, la Pologne renaît après plus d'1 siècle de disparition. Le traité lui attribue des territoires allemands peuplés majoritairement d'Allemands, notamment la Posnanie et la Prusse occidentale. Le corridor de Danzig donne à la Pologne un accès à la mer Baltique, mais coupe la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Des millions d'Allemands se retrouvent du jour au lendemain citoyens d'un État polonais qu'ils considèrent comme leur ennemi héréditaire. La ville libre de Danzig, à 95% germanophone, passe sous administration de la Société des Nations, mais dans la sphère économique polonaise. Cette situation créera une tension permanente que Hitler exploitera en 1939. La Belgique annexe les cantons d'Eupen et Malmedy. Le Danemark récupère le nord du Schleswig après un plébiscite. La Tchécoslovaquie, nouvellement créée, reçoit une partie de la Silésie. L'Allemagne perd aussi la Sarre, dont les mines de charbon passent sous contrôle français pour 15 ans. La région sera ensuite soumise à un référendum pour décider de son avenir. Tous les territoires coloniaux allemands disparaissent. Le Cameroun, le Togo, le Tanganyika, le sud-ouest africain, les îles du Pacifique, tout passe sous mandat des puissances alliées. L'Allemagne n'est plus une puissance coloniale. Cette humiliation supplémentaire nourrit le sentiment que la nation a été dépouillée de son rang dans le concert des nations. L'article 231 du traité frappe l'Allemagne comme un coup de poignard moral. Le texte stipule que l'Allemagne et ses alliés acceptent la responsabilité de l'Allemagne et de ses alliés pour avoir causé toutes les pertes et dommages de la guerre. Cette clause de culpabilité force l'Allemagne à reconnaître qu'elle est seule responsable du déclenchement du conflit qui a fait 10 millions de morts. Cette accusation provoque une rage immédiate dans toute l'Allemagne.
Les Allemands considèrent qu'ils se sont défendus contre l'encerclement des puissances alliées. Ils estiment que la responsabilité est partagée et que l'Autriche-Hongrie, la Russie et la France ont aussi leur part de culpabilité. Forcer l'Allemagne à assumer seule la responsabilité morale de la catastrophe européenne crée un ressentiment qui traversera toute la période de Weimar. Les juristes, les historiens, les hommes politiques allemands vont passer les 20 années suivantes à contester cet article. Le gouvernement allemand crée un bureau central pour la recherche de la responsabilité de la guerre, dont le seul but est de produire des études démontrant l'injustice de l'article 231. Cette obsession nationale de prouver l'innocence de l'Allemagne devient un puissant facteur de mobilisation politique. Tous les partis, des communistes aux nationalistes d'extrême droite, s'accordent sur un point. L'article 231 est une injustice intolérable. Sur la base de l'article 231, le traité impose à l'Allemagne de payer des réparations pour tous les dommages causés aux populations civiles et à leurs biens. Le montant initial n'est pas fixé immédiatement. Les Alliés créent une commission des réparations chargée d'évaluer les dégâts et de déterminer la capacité de paiement de l'Allemagne. En attendant, l'Allemagne doit verser 20 milliards de marks-or avant mai 1921. Le 5 mai 1921, la Commission fixe le montant total à 132 milliards de marks-or, soit plus de 2 fois le produit national brut allemand de 1913. Cette somme représente 47 312 tonnes d'or fin. Pour mettre cela en perspective, l'indemnité imposée à la France après sa défaite en 1871 s'élevait à 5 milliards de francs or, soit 4 milliards de marks-or. Le traité de Versailles multiplie par 33 le précédent historique. En réalité, ce chiffre est en partie une fiction politique. Les obligations sont divisées en 3 séries. Les obligations A, 12 milliards de marks-or, les obligations B, 38 milliards, et les obligations C, 82 milliards. Les experts alliés savent que les obligations C sont impossibles à payer. Elles servent à tromper l'opinion publique française et britannique en lui faisant croire que l'Allemagne paiera le prix total de la guerre. Le montant réel que l'Allemagne devra payer se limite aux séries A et B, soit 50 milliards de marks-or. Mais les Allemands ne font pas cette distinction subtile. Ils ne voient que les 132 milliards, un chiffre qui leur semble conçu pour les écraser pendant des générations. L'Allemagne doit payer chaque année 2 milliards de marks-or plus 26% de la valeur de ses exportations. Les paiements peuvent prendre plusieurs formes: argent liquide, charbon, bois, navires, brevets industriels. L'Allemagne perd tous ses brevets, un coût terrible pour son industrie chimique et mécanique qui dominait l'Europe avant la guerre. Le traité réduit l'armée allemande à une force symbolique. L'effectif est limité à 100 000 hommes, tous des engagés volontaires. Le service militaire obligatoire est interdit. L'état-major général est dissous. L'armée ne peut posséder ni chars, ni artillerie lourde, ni avions, ni sous-marins. La marine est réduite à 6 cuirassés, 6 croiseurs légers, 12 destroyers et 12 torpilleurs. Les sous-marins sont interdits. La rive gauche du Rhin et une bande de 50 km sur la rive droite deviennent une zone démilitarisée. Aucun soldat allemand, aucune fortification ne peut s'y trouver. Les Alliés occupent la Rhénanie pour 15 ans, avec un retrait progressif prévu si l'Allemagne respecte ses obligations. 3 têtes de pont sur la rive droite du Rhin, Cologne, Coblence, Mayence, restent sous contrôle allié. Ces restrictions militaires visent à empêcher l'Allemagne de jamais redevenir une menace. Mais elles humilient profondément une nation qui se définissait par ses traditions militaires prussiennes. L'armée allemande avait été l'institution la plus respectée du pays, le symbole de la puissance et de l'unité nationale. La réduire à 100 000 hommes sans équipement moderne équivaut à dire que l'Allemagne n'est plus une grande puissance. Plus grave encore, l'interdiction du service militaire obligatoire brise un pilier de la société allemande. Depuis les réformes prussiennes du début du XIXe siècle, le service militaire constituait un rite de passage qui faisait des garçons des hommes et créait un lien entre toutes les classes sociales. L'abolir signifie détruire un élément fondamental de l'identité nationale. Le traité crée la Société des Nations, l'organisation internationale voulue par Wilson pour maintenir la paix. Mais l'Allemagne n'y est pas admise. Les vaincus sont exclus de cette assemblée qui prétend représenter la communauté des nations civilisées. Cette exclusion renforce le sentiment
que le traité ne vise pas à créer une paix juste, mais à perpétuer l'humiliation de l'Allemagne. Pire encore, le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles en novembre 1919. Les États-Unis ne rejoignent jamais la Société des Nations. Wilson, l'architecte de cette organisation, voit son propre pays la rejeter. Sans les États-Unis, la Société des Nations n'est affaiblie. La France se retrouve seule face à l'Allemagne, car la Grande-Bretagne a déjà commencé à considérer que le traité est trop dur et qu'il faut le réviser. Le 7 mai 1919, quand les délégués allemands reçoivent le texte du traité, le choc est total. Le comte von Brockdorff-Rantzau, qui s'attendait à des négociations entre égaux, découvre un diktat. Il déclare aux Alliés que forcer l'Allemagne à avouer sa culpabilité exclusive est une injustice historique. Son discours est glacial, presque méprisant. Les Alliés le trouvent arrogant. Mais en Allemagne, Brockdorff-Rantzau devient un héros pour avoir refusé de courber l'échine. Dans les jours suivants, l'indignation se propage dans tout le pays. Les journaux publient des éditions spéciales avec des titres rageurs. La presse de tous bords politiques, des sociaux-démocrates aux conservateurs nationalistes, dénonce le traité comme un diktat inacceptable. Des manifestations massives éclatent dans toutes les villes. À Berlin, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour protester. Les drapeaux sont mis en berne, les églises sonnent le glas. Le gouvernement de la jeune République de Weimar se déchire. Le chancelier Philipp Scheidemann refuse de signer et démissionne le 20 juin. Son gouvernement tombe. Gustav Bauer forme un nouveau cabinet qui doit faire face à l'ultimatum allié. Le 22 juin, l'Assemblée nationale se réunit à Weimar et vote l'acceptation du traité par 237 voix contre 138 après des débats déchirants. Certains députés pleurent en votant oui, d'autres hurlent à la trahison. L'armée allemande, interrogée sur la possibilité de reprendre le combat, répond qu'elle ne peut pas résister à une invasion alliée. Le général Wilhelm Gröner, successeur de Ludendorff, explique que l'armée manque d'armes, de munitions, d'équipements. La population civile, épuisée par 4 ans de blocus et de privation, ne supporterait pas une nouvelle guerre. Le gouvernement n'a pas le choix. Il doit signer. Le 28 juin, 2 représentants allemands, Hermann Müller et Johannes Bell, signent le traité dans la Galerie des Glaces. La cérémonie dure moins d'1 heure. Aucune musique, aucune célébration. Les Allemands signent en silence sous les regards triomphants des vainqueurs. Ce jour marque la naissance de ce que les Allemands appelleront le Schandfrieden, la paix honteuse. Dans les mois qui suivent, une narration toxique prend racine dans la société allemande. Les militaires, menés par Ludendorff et Hindenburg, commencent à diffuser la théorie du coup de poignard dans le dos. Selon cette version, l'armée allemande n'a jamais été vaincue sur le champ de bataille. Elle a été trahie de l'intérieur par les socialistes, les pacifistes, les juifs qui ont sapé le moral de l'arrière et forcé la capitulation alors que l'armée pouvait encore se battre. Cette légende ignore plusieurs faits. En novembre 1918, l'armée allemande battait en retraite sur tous les fronts. Les offensives du printemps 1918 avaient échoué. Les Alliés avançaient en France et en Belgique. L'empire austro-hongrois s'était effondré. La marine allemande mutinée refusait de sortir au combat. Des soldats révoltés contrôlaient plusieurs villes. L'Allemagne était à bout de force. Mais la vérité importe peu face à un mythe puissant. La théorie du coup de poignard dans le dos permet à l'élite militaire de rejeter toute responsabilité dans la défaite. Elle désigne des boucs émissaires intérieurs. Les révolutionnaires qui ont renversé le Kaiser, les députés qui ont signé l'armistice, les Juifs accusés d'avoir profité de la guerre. Cette narration empoisonne la République de Weimar dès sa naissance. Les démocrates qui ont eu le courage de signer l'armistice et le traité sont stigmatisés comme des traîtres. Hitler et les nazis exploiteront cette légende avec un talent diabolique. Ils la transformeront en dogme politique. L'Allemagne a été poignardée dans le dos par les criminels de novembre et seule une revanche totale peut effacer cette trahison. En janvier 1923, la crise éclate. L'Allemagne a pris du retard dans ses livraisons de charbon et de bois. La Commission des réparations déclare l'Allemagne en défaut de paiement. Le président du Conseil français, Raymond Poincaré, décide d'agir. Le 11 janvier 1923, 60 000 soldats français et belges envahissent la Ruhr,
le cœur industriel de l'Allemagne. Les troupes occupent les mines de charbon, les aciéries, les usines. Elles prennent le contrôle des chemins de fer et des communications. La mission interalliée de contrôle des usines et des mines, MICUM, s'installe pour extraire directement les réparations. Les Français et les Belges instaurent la loi martiale. Ils ferment la frontière entre la Ruhr et le reste de l'Allemagne. Ils envisagent même de créer une monnaie séparée pour la région. Le gouvernement allemand, dirigé par le chancelier Wilhelm Kühnau, appelle à la résistance passive. Les ouvriers se mettent en grève. Les fonctionnaires refusent de coopérer avec les occupants. Les directeurs d'usines sabotent la production. Personne ne travaille pour les Français. La consigne est claire. Pas 1 kilo de charbon, pas une tonne d'acier ne doit aller en France. Les Français répondent par la force. Ils arrêtent les meneurs, expulsent les fonctionnaires récalcitrants, réquisitionnent les ressources. Des incidents violents éclatent. Des saboteurs font exploser des voies ferrées. Les Français exécutent des Allemands pris en flagrant délit de sabotage. L'un d'eux, Albert Léo Schlageter, membre des corps francs paramilitaires, devient un martyr national. Hitler le célébrera plus tard comme un héros de la résistance allemande. L'occupation dure plus de 2 ans et demi. Elle coûte cher aux deux camps. Les Français dépensent des sommes énormes pour maintenir leurs troupes et ne parviennent pas à extraire suffisamment de ressources pour couvrir leurs frais. L'Allemagne subit un désastre économique qui déclenche l'hyperinflation la plus dévastatrice de l'histoire moderne. Pour soutenir la résistance passive dans la Ruhr, le gouvernement allemand doit payer des millions d'ouvriers et de fonctionnaires qui ne travaillent pas. Il n'a qu'une solution, faire tourner la planche à billets. La Reichsbank imprime des marques par milliards, puis par billions. L'inflation qui rongeait déjà l'économie allemande depuis 1919 se transforme en hyperinflation catastrophique. En janvier 1923, 1 dollar valait 18 000 marks. En juillet, 350 000 marks. En novembre, 4 200 milliards de marks. Les prix doublent toutes les quelques heures. Une baguette de pain qui coûtait 250 marks en janvier coûte 200 milliards de marks en novembre. Les scènes deviennent surréalistes. Les gens transportent l'argent dans des brouettes pour acheter du pain. Les billets de banque servent de papier peint, car le papier peint coûte plus cher que les billets. Les enfants construisent des maisons de cartes avec des liasses de marques. Les retraités voient leurs économies de toute une vie disparaître en quelques semaines. Un rentier qui possédait l'équivalent d'une maison avant la guerre ne peut plus s'acheter un timbre-poste. La classe moyenne allemande, colonne vertébrale de la société, s'effondre. Les professeurs, les médecins, les ingénieurs, les fonctionnaires, tous ceux qui vivent d'un salaire fixe ou d'une rente se retrouvent ruinés. Ils ont joué selon les règles, travaillé dur, économisé. Le traité de Versailles et ses conséquences les ont dépouillés de tout. Cette trahison des promesses de l'ordre social créera un ressentiment durable contre la République de Weimar et la démocratie en général. Seuls quelques-uns profitent du chaos. Les propriétaires terriens remboursent leurs dettes avec de l'argent qui ne vaut plus rien. Les spéculateurs s'enrichissent en jouant sur les variations folles des prix. Les industriels comme Hugo Stinnes bâtissent des empires en rachetant des entreprises à vil prix. Mais ces profiteurs sont l'exception. La grande majorité des Allemands connaît la misère. En novembre 1923, le nouveau chancelier Gustav Stresemann prend des mesures drastiques. Il met fin à la résistance passive dans la Ruhr. Il nomme Hjalmar Schacht commissaire à la monnaie. Schacht crée le Rentenmark, une nouvelle monnaie adossée aux actifs fonciers et industriels de l'Allemagne. Un Rentenmark vaut 1000 milliards de marks. La stabilisation fonctionne, mais au prix d'une déflation brutale et d'un chômage massif. Le 8 novembre 1923, dans une brasserie de Munich, un agitateur politique de 34 ans tente un coup d'État. Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, fait irruption dans une réunion politique avec ses troupes de choc, les SA. Il tire un coup de feu au plafond et proclame que la révolution nationale a commencé, que le gouvernement de Berlin est renversé. Hitler a choisi ce moment parce que l'Allemagne traverse sa pire crise, l'occupation de la Ruhr, l'hyperinflation, la misère généralisée, les séparatistes qui tentent de créer une république rhénane indépendante, les communistes qui menacent de prendre le pouvoir. Le pays semble au bord de la désintégration. Hitler croit que les Allemands accueilleront son putsch comme une libération.
Le lendemain, Hitler et le général Ludendorff, la légende militaire de la Grande Guerre qui s'est ralliée aux nazis, marchent sur Munich à la tête de 2000 hommes. La police ouvre le feu. 16 putschistes et 4 policiers meurent. Hitler s'enfuit mais est arrêté 2 jours plus tard. Le putsch de la brasserie a échoué. Le procès d'Hitler, en février-mars 1924, se transforme en tribune politique. Hitler utilise chaque jour d'audience pour dénoncer le traité de Versailles, la trahison des criminels de novembre, la décadence de la République de Weimar. Il clame que son seul crime est d'aimer l'Allemagne et de vouloir la libérer de ses chaînes. Les juges, sympathisants nationalistes, l'écoutent avec indulgence. Hitler est condamné à 5 ans de prison, mais n'en purgera que 9 mois. En prison, Hitler dicte Mein Kampf à Rudolf Hess. Le livre expose sa vision du monde. L'Allemagne a été trahie et humiliée. Le traité de Versailles est un crime. Les Juifs sont responsables de tous les maux. L'Allemagne doit conquérir un espace vital à l'Est. La démocratie est faible et doit être remplacée par un État totalitaire dirigé par un chef, Führer. Ce programme, écrit en 1924, sera appliqué point par point 15 ans plus tard. De 1924 à 1929, l'Allemagne connaît une période de relative stabilité. Gustav Stresemann, devenu ministre des Affaires étrangères, mène une politique de réconciliation avec les Alliés, particulièrement la France. Il comprend que l'Allemagne ne peut pas défier frontalement le traité de Versailles. Elle doit d'abord se rétablir économiquement, puis réviser progressivement les clauses les plus dures. Le plan Dawes, mis en place en 1924, restructure les paiements de réparation. Les États-Unis prêtent de l'argent à l'Allemagne, qui paie ses réparations à la France et la Grande-Bretagne, qui remboursent leurs dettes de guerre aux États-Unis. Ce cercle vertueux permet à l'économie allemande de redémarrer. Les usines rouvrent, le chômage diminue, la production augmente. Des capitaux américains affluent en Allemagne. En 1925, les accords de Locarno marquent un tournant. L'Allemagne reconnaît volontairement ses frontières occidentales avec la France et la Belgique. En échange, la France renonce à toute nouvelle action militaire unilatérale. L'Allemagne entre à la Société des Nations en 1926. Stresemann et son homologue français Aristide Briand reçoivent le prix Nobel de la paix. L'Europe semble enfin s'acheminer vers une réconciliation durable. En 1929, le plan Young réduit encore les réparations à 37 milliards de marks or et échelonne les paiements jusqu'en 1988. L'Allemagne semble avoir retrouvé sa place parmi les nations respectables. Les capitaux étrangers continuent d'affluer. Berlin devient une capitale culturelle bouillonnante, le cœur de l'avant-garde artistique européenne. La République de Weimar entre dans ses années dorées. Mais cette prospérité repose sur des fondations fragiles. L'économie allemande dépend entièrement des prêts américains. Le ressentiment contre le traité de Versailles n'a pas disparu. Il couve sous la surface, attendant une nouvelle crise pour ressurgir. Le 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre. Le krach de Wall Street déclenche une dépression économique mondiale. Les États-Unis rappellent leurs prêts à l'Allemagne. Les capitaux américains qui alimentaient l'économie allemande se tarissent du jour au lendemain. Les banques allemandes font faillite, les entreprises ferment, le chômage explose. En 1930, l'Allemagne compte 3 millions de chômeurs. En 1932, 6 millions. Un tiers de la population active est sans travail. Les files d'attente devant les soupes populaires s'allongent. Les sans-abri campent dans les parcs. Les bandes de jeunes désœuvrés errent dans les villes. Les suicides augmentent. La classe moyenne, à peine remise du traumatisme de l'hyperinflation, subit un nouveau coup terrible. Le gouvernement du chancelier Heinrich Brüning applique une politique d'austérité drastique. Il augmente les impôts, réduit les salaires, coupe les allocations. Ces mesures aggravent la dépression. Mais Brüning a une idée en tête. Prouver au monde que l'Allemagne ne peut plus payer les réparations. Il veut que la crise force les Alliés à annuler complètement les réparations. Sa stratégie fonctionne. En 1932, la conférence de Lausanne suspend indéfiniment les paiements. Mais le prix politique est catastrophique. La crise économique détruit les derniers vestiges de légitimité de la République de Weimar. Les Allemands se demandent à quoi sert la démocratie si elle ne peut pas les protéger de la misère. Les partis extrémistes,
qui promettent des solutions radicales, gagnent rapidement du terrain. Le parti nazi était presque insignifiant avant la crise. Aux élections de 1928, il obtient 2,6% des voix. 2 ans plus tard, en septembre 1930, il bondit à 18,3% et devient le deuxième parti du Reichstag. En juillet 1932, il atteint 37,3%, devenant le premier parti d'Allemagne. Hitler a compris que le traité de Versailles est la clé de son succès politique. Chaque discours, chaque affiche, chaque tract nazi martèle les mêmes thèmes. Le diktat de Versailles a humilié l'Allemagne. Les criminels de novembre ont trahi la nation. Les réparations ont ruiné le pays. Les démocraties alliées veulent maintenir l'Allemagne dans l'esclavage éternel. Hitler promet d'arracher le traité de Versailles, de restaurer l'honneur allemand, de reconquérir les territoires perdus, de rendre à l'Allemagne sa grandeur. Ce message trouve un écho dans tous les segments de la société allemande. Les anciens soldats, qui se sentent trahis par la paix honteuse, se rallient en masse aux nazis. Les nationalistes de tous bords, qui rêvent de revanche depuis 1919, voient en Hitler l'homme qui osera défier les Alliés. Les chômeurs, qui n'ont plus rien à perdre, croient aux promesses de travail et de pain. La classe moyenne, ruinée par l'hyperinflation et la dépression, cherche un bouc émissaire et trouve les juifs, les communistes, les démocrates de Weimar. Les SA, les troupes de choc nazis, terrorisent les opposants dans les rues. Ils cassent les réunions des partis de gauche, tabassent les militants communistes et socialistes, intimident les électeurs. La violence politique atteint des niveaux inédits. La République de Weimar s'effondre dans le chaos. Le 30 janvier 1933, le président Paul von Hindenburg, le vieux maréchal de la Grande Guerre, nomme Hitler chancelier. Les conservateurs traditionnels croient qu'ils pourront le contrôler. Ils se trompent tragiquement. En quelques mois, Hitler détruit la démocratie allemande et installe une dictature totalitaire. Une fois au pouvoir, Hitler commence méthodiquement à détruire le traité de Versailles. En octobre 1933, il retire l'Allemagne de la Société des Nations et de la Conférence du désarmement. En mars 1935, il annonce le rétablissement du service militaire obligatoire et la création d'une armée de 550 000 hommes, en violation directe du traité. En mars 1936, il remilitarise la Rhénanie en y envoyant des troupes allemandes. Chaque fois, Hitler prend un risque calculé. L'armée allemande est encore faible en 1936. Si la France avait réagi militairement à la remilitarisation de la Rhénanie, l'Allemagne aurait dû battre en retraite. Mais la France ne fait rien. La Grande-Bretagne non plus. Les démocraties occidentales, traumatisées par la Grande Guerre et affaiblies par la crise économique, n'ont aucune volonté de s'opposer à Hitler par la force. Cette inaction encourage Hitler à aller plus loin. En mars 1938, il annexe l'Autriche. En septembre 1938, il exige les Sudètes, la région germanophone de Tchécoslovaquie. À Munich, les dirigeants français et britanniques, Édouard Daladier et Neville Chamberlain, cèdent à toutes ces demandes. Chamberlain retourne à Londres en agitant l'accord de Munich et en proclamant qu'il a assuré la paix pour notre temps. 6 mois plus tard, Hitler occupe le reste de la Tchécoslovaquie. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Cette fois, la France et la Grande-Bretagne ne peuvent plus reculer. Elles déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale commence. 20 ans après le traité de Versailles, qui devait assurer une paix durable, l'Europe se retrouve dans un conflit encore plus dévastateur. Le traité de Versailles contenait les graines de son propre échec. Les vainqueurs ont voulu à la fois punir l'Allemagne sévèrement et créer un ordre international stable. Ces deux objectifs étaient incompatibles. Le traité était trop dur pour être accepté volontairement par l'Allemagne, mais pas assez dur pour l'empêcher de se relever. Si les Alliés avaient voulu réellement empêcher toute résurgence allemande, ils auraient dû démanteler complètement le pays, occuper tout son territoire pendant des décennies, contrôler son économie en permanence. Mais ni la France ni la Grande-Bretagne n'avaient les moyens ni la volonté politique de maintenir une telle occupation. À l'inverse, si les Alliés avaient voulu une paix de réconciliation, ils auraient dû traiter l'Allemagne en égal, négocier avec elle au lieu de lui imposer un diktat, éviter de l'humilier avec l'article de culpabilité de guerre, fixer des réparations supportables. Mais l'opinion publique française et britannique,
traumatisé par 4 ans de carnage, exigeait que l'Allemagne paie pour ses crimes. Le traité a donc cherché un compromis impossible. Il a été assez dur pour créer un ressentiment durable en Allemagne, mais pas assez sévère pour empêcher l'Allemagne de devenir à nouveau une puissance capable de défier l'ordre européen. Le traité a également échoué parce qu'il manquait de mécanismes d'application. Les États-Unis ont refusé de le ratifier et se sont retirés dans l'isolationnisme. La Société des Nations n'avait aucun moyen de faire respecter ses décisions. La France, obsédée par sa sécurité, voulait maintenir le traité par la force, comme l'a montré l'occupation de la Ruhr. Mais cette politique a isolé la France et renforcé le nationalisme allemand. La Grande-Bretagne a rapidement considéré le traité comme trop sévère et a cherché à le réviser. Au lieu de présenter un front uni, les Alliés se sont divisés. L'Allemagne a exploité ces divisions pour saper progressivement le traité. L'article 231, la clause de culpabilité de guerre, fut peut-être la plus grande erreur du traité. Les juristes américains qui l'ont rédigé voulaient simplement établir une base légale pour réclamer des réparations. Ils ne prévoyaient pas que les Allemands l'interpréteraient comme une accusation morale de culpabilité exclusive dans le déclenchement de la guerre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. L'article 231 est devenu le symbole de l'injustice du traité. Il a été brandi par tous les partis allemands, des plus modérés aux plus extrêmes, comme la preuve que les Alliés voulaient humilier l'Allemagne plutôt que faire la paix. Forcer l'Allemagne à accepter une culpabilité totale dans la guerre, alors que la responsabilité était manifestement partagée entre toutes les grandes puissances, a créé un grief permanent. Les historiens allemands ont passé 20 ans à produire des volumes de documents censés prouver que l'Allemagne ne voulait pas la guerre, que la France et la Russie l'y avaient poussée. Cette bataille historiographique a maintenu vivant le ressentiment et a fourni des munitions intellectuelles aux ennemis de Weimar. Hitler n'a eu qu'à exploiter ce ressentiment préexistant. Il n'a pas créé l'opposition au traité de Versailles. Tous les Allemands, démocrates inclus, considéraient le traité comme injuste. Hitler a simplement canalisé cette rage collective vers ses propres fins destructrices. Les réparations sont devenues le symbole visible de l'oppression que le traité imposait à l'Allemagne. Chaque paiement rappelait aux Allemands qu'ils étaient traités en criminels condamnés à expier leurs fautes pendant des générations. Le montant initial de 132 milliards de marks or était politiquement toxique même si les obligations C étaient de fictives. Les Allemands ne voyaient que ce chiffre astronomique qui équivalait à hypothéquer l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Chaque gouvernement de Weimar a dû consacrer une partie importante de ses ressources à payer ces réparations, ce qui limitait les investissements dans l'éducation, les infrastructures, le bien-être social. L'occupation de la Ruhr a transformé les réparations d'un problème économique en crise nationale. Voir des soldats français occuper le cœur industriel de l'Allemagne, arrêter des Allemands, exécuter des saboteurs, a ravivé toutes les blessures de la défaite. L'hyperinflation qui a suivi a ruiné la classe moyenne et a créé une armée de gens qui n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner d'un bouleversement révolutionnaire. La République de Weimar est née sous le signe de la défaite et de l'humiliation. Dès le début, elle était associée au traité de Versailles, à la trahison présumée, à la faiblesse. Les forces qui l'ont créée, les sociaux-démocrates, les libéraux, les catholiques du centre, étaient celles qui avaient signé l'armistice et accepté le diktat. À droite, les nationalistes, les militaires, les conservateurs considéraient la République comme illégitime. Ils n'ont jamais accepté la défaite ni la fin de la monarchie. Ils ont sapé constamment les institutions démocratiques. À gauche, les communistes voyaient la République comme une façade bourgeoise qu'il fallait renverser par la Révolution. La République était attaquée des deux côtés. Le traité de Versailles donnait à ses ennemis de la démocratie une arme parfaite. Ils pouvaient dire « Regardez ce que la République vous a apporté, la honte, les réparations, la misère, l'occupation étrangère. » Chaque crise économique, chaque paiement de réparation, chaque rappel du traité affaiblissait un peu plus la République. Quand la crise de 1929 a frappé, la République n'avait plus de réserve de légitimité. Les gens ne croyaient plus que la démocratie pouvait résoudre leurs problèmes. Ils se sont tournés vers les extrêmes qui promettaient des solutions radicales. Dans les années 1930, face à la montée en puissance de l'Allemagne nazie, la France et la Grande-Bretagne ont choisi la politique d'apaisement.
Ils ont cédé à presque toutes les demandes d'Hitler, espérant que chaque concession serait la dernière, que satisfaire les revendications allemandes préviendrait une nouvelle guerre. Cette politique était en partie motivée par la conviction que le traité de Versailles avait été trop dur et qu'il fallait corriger ces injustices. Beaucoup de Britanniques et même certains Français pensaient que Hitler avait raison sur certains points. L'Allemagne avait été traitée injustement, le traité devait être révisé. Ils ne comprenaient pas que Hitler ne voulait pas réviser le traité, mais le détruire complètement et dominer l'Europe. L'apaisement a échoué parce qu'il est parti d'un diagnostic erroné. Le problème n'était pas que le traité de Versailles était trop dur. Le problème était qu'Hitler était un idéologue totalitaire, déterminé à déclencher une guerre de conquête. Aucune concession ne pouvait le satisfaire parce que ses ambitions étaient illimitées. Mais l'apaisement était aussi le fruit de l'épuisement des démocraties. La France et la Grande-Bretagne, saignées par la Grande Guerre, frappées par la crise économique, ne voulaient pas d'une nouvelle guerre. Leur population était pacifiste, leurs armées n'étaient pas préparées. Leurs dirigeants espéraient gagner du temps en cédant sur les points secondaires. Cette stratégie a donné à Hitler le temps de réarmer l'Allemagne et d'annexer l'Autriche et la Tchécoslovaquie avant que les Alliés ne se décident enfin à agir. Quand la guerre a éclaté en 1939, l'Allemagne était beaucoup plus forte qu'elle ne l'aurait été en 1936 ou 1938. Le traité de Versailles n'a pas causé directement la Seconde Guerre mondiale. Hitler et les nazis portent la responsabilité de ce conflit. Ils ont choisi la guerre. Aucun traité ne les y obligeait. Mais le traité de Versailles a créé les conditions qui ont permis l'ascension d'Hitler. Il a semé le ressentiment qui a nourri le nationalisme extrême. Il a appauvri l'Allemagne de façon à rendre les Allemands réceptifs aux promesses radicales. Il a délégitimé la démocratie de Weimar en l'associant à l'humiliation nationale. Il a divisé les Alliés et empêché l'émergence d'un ordre européen stable. Le traité était trop dur pour être juste, mais pas assez dur pour être durable. Il a puni l'Allemagne sans l'écraser, humilié sans désarmer, appauvri sans détruire sa base industrielle. Il a créé un ordre que l'Allemagne ne pouvait accepter, mais qui n'était pas suffisamment fort pour se maintenir contre une Allemagne résolue à le renverser. Si le traité avait été différent, plus clément comme le voulait Wilson, ou plus sévère comme le souhaitait Clemenceau, l'histoire aurait peut-être pris un autre cours. Une paix de réconciliation aurait pu intégrer l'Allemagne dans un ordre européen stable. Une paix carthaginoise aurait pu empêcher l'Allemagne de se relever militairement pendant une génération. Au lieu de cela, le traité de Versailles a produit le pire résultat possible, une Allemagne humiliée et revancharde, mais capable de se réarmer et de défier à nouveau l'ordre européen. 20 ans après avoir signé la paix qui devait mettre fin à toutes les guerres, l'Europe s'est retrouvée dans un conflit encore plus destructeur qui a fait 50 millions de morts. Le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces de Versailles, les vainqueurs croyaient avoir assuré la paix pour toujours. Ils avaient en réalité planté les graines de la plus grande catastrophe de l'histoire humaine. Le traité de Versailles n'a pas seulement affecté l'Allemagne, il a redessiné toute la carte de l'Europe centrale et orientale, créant des tensions qui alimenteront les conflits futurs. Les nouveaux États nés des décombres des empires vaincus héritent de frontières arbitraires qui enferment des millions de minorités dans des pays où elles sont indésirables. La Pologne ressuscitée contient des millions d'Ukrainiens, de Biélorusses, d'Allemands et de Juifs qui ne se sentent pas polonais. La Tchécoslovaquie regroupe des Tchèques, des Slovaques, des Allemands des Sudètes, des Hongrois, des Ruthènes qui n'ont rien en commun. La Yougoslavie force ensemble des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques, des musulmans bosniaques qui se détestent. Ces États multinationaux instables deviennent autant de poudrières. Le traité crée aussi des minorités allemandes dispersées dans toute l'Europe orientale. 3 millions d'Allemands vivent désormais en Tchécoslovaquie. Des centaines de milliers se retrouvent en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie. Hitler utilisera le sort de ces Allemands comme prétexte pour ses interventions. La protection des minorités allemandes devient l'excuse parfaite pour démanteler l'ordre de Versailles. L'Italie se sent trahie par le traité. Elle était entrée en guerre en 1915 après que les Alliés lui avaient promis des territoires austro-hongrois. Mais à Versailles, Wilson refuse de donner à l'Italie tout ce qui lui avait été promis. L'Italie obtient le Trentin et Trieste, mais pas la Dalmatie ni Fiume.
Les nationalistes italiens parlent de victoire mutilée. Cette frustration alimente la montée du fascisme. Benito Mussolini arrive au pouvoir en 1922 en promettant de restaurer la grandeur de l'Italie et de corriger les injustices de Versailles. Le Japon se sent également insulté. Les Japonais avaient demandé que le pacte de la Société des Nations inclue une clause sur l'égalité raciale. Wilson et les Britanniques refusent, ne voulant pas remettre en question leur politique d'immigration restrictive envers les Asiatiques. Cette humiliation pousse le Japon vers un nationalisme militariste qui mènera à l'expansion en Asie dans les années 1930. La Société des Nations, censée prévenir les guerres futures, naît handicapée. Les États-Unis n'en font pas partie. L'Allemagne et l'URSS en sont exclus pendant les premières années. L'organisation n'a aucun moyen militaire de faire respecter ses décisions. Elle dépend entièrement de la volonté des grandes puissances d'appliquer des sanctions économiques contre les agresseurs. Les premières crises révèlent l'impuissance de la société. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie. La société condamne l'agression mais ne fait rien. Le Japon se retire simplement de l'organisation. En 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie. La société vote des sanctions économiques, mais les pays membres refusent d'interdire les exportations de pétrole vers l'Italie, rendant les sanctions inefficaces. Mussolini conquiert l'Éthiopie sans rencontrer d'opposition réelle. Ces échecs démontrent que la Société des Nations ne peut pas maintenir la paix. Les dictateurs comprennent qu'ils peuvent agir impunément. Hitler observe attentivement et tire ses conclusions. Les démocraties ne se battront pas pour défendre l'ordre international. Elles préfèrent la paix à tout prix, même au prix de l'injustice. La France sort victorieuse de la guerre, mais traumatisée. Elle a perdu 1,4 million d'hommes, soit 10% de sa population active masculine. Le nord du pays, le cœur industriel, est dévasté. Les tranchées, les obus, les gaz de combat ont transformé des départements entiers en paysages lunaires. La France veut une garantie absolue que cela ne se reproduira jamais. Cette obsession de sécurité pousse la France à exiger un traité punitif. Clemenceau veut affaiblir l'Allemagne au point qu'elle ne puisse plus jamais menacer la France. Il réclame l'annexion de la rive gauche du Rhin, la création d'États tampons en Rhénanie, le contrôle permanent des mines de la Sarre. Wilson et Lloyd George refusent ces demandes extrêmes, craignant de créer une Allemagne irréconciliable. Le compromis qui en résulte ne satisfait personne. La France obtient l'Alsace-Lorraine et une occupation temporaire de la Rhénanie, mais pas les garanties de sécurité permanente qu'elle voulait. En échange, les États-Unis et la Grande-Bretagne promettent de défendre la France en cas d'agression allemande. Mais quand le Sénat américain rejette le traité, cette garantie disparaît. La France se retrouve seule face à une Allemagne qui compte 65 millions d'habitants contre 40 millions de Français. Cette situation explique la rigidité française dans les années suivantes. Chaque fois que l'Allemagne défaille sur les réparations, la France veut utiliser la force, comme lors de l'occupation de la Ruhr. Mais cette politique isole la France. La Grande-Bretagne considère que la France est trop vindicative et cherche à dominer l'Europe. Les Américains se retirent dans l'isolationnisme. La France, obsédée par sa sécurité, finit par se retrouver plus isolée et moins sûre qu'avant. La Grande-Bretagne aborde la paix avec des objectifs contradictoires. Lloyd George veut punir l'Allemagne pour gagner les élections de décembre 1918. Sa campagne utilise le slogan « Presser l'Allemagne jusqu'à ce que les pépins craquent ». Il promet que l'Allemagne paiera jusqu'au dernier penny. Cette rhétorique populiste crée des attentes que le traité ne peut pas satisfaire. Mais Lloyd George comprend aussi que l'Europe a besoin d'une Allemagne stable et prospère. Une Allemagne trop affaiblie créerait un vide de pouvoir que le bolchevisme pourrait remplir. Une Allemagne ruinée ne pourrait pas acheter les produits britanniques, ce qui nuirait au commerce britannique. Lloyd George veut donc un traité qui punisse l'Allemagne, mais pas au point de la détruire économiquement. Cette ambiguïté se reflète dans la politique britannique des années suivantes. La Grande-Bretagne soutient d'abord la France dans l'application stricte du traité. Puis, elle change d'avis et commence à plaider pour une révision des clauses les plus dures. Elle critique la France pour son intransigeance, mais ne propose pas d'alternative crédible. Elle veut maintenir l'équilibre des pouvoirs en Europe, mais refuse de s'engager fermement sur le continent. Cette incohérence affaiblit l'ordre de Versailles.
L'Allemagne comprend que les Alliés sont divisés et qu'elle peut jouer sur ces divisions. La France se sent abandonnée par son principal allié. L'absence de front uni permet à Hitler de défier le traité sans rencontrer de résistance organisée. Wilson arrive à Paris en janvier 1919 avec une vision idéaliste d'un nouvel ordre mondial. Il veut une paix juste basée sur ces 14 points. Pas d'annexion secrète, liberté des mers, réduction des armements, autodétermination des peuples, création d'une société des nations. Il croit que l'Amérique peut transformer la politique internationale en y introduisant des principes moraux. Mais Wilson doit faire face aux réalités de la politique européenne. Clemenceau et Lloyd George ont des intérêts nationaux concrets qu'ils ne sacrifieront pas à des idéaux abstraits. Wilson doit accepter des compromis qui violent ses propres principes. Le traité final contient de nombreuses clauses qui contredisent les 14 points. Wilson mise tout sur la Société des Nations. Il croit que cet organisme pourra corriger les injustices du traité et maintenir la paix. Mais quand il rentre aux États-Unis, il se heurte à l'opposition du Sénat. Les sénateurs républicains, dirigés par Henry Cabot Lodge, refusent de ratifier un traité qui engagerait les États-Unis à défendre l'ordre européen. Ils veulent préserver la liberté d'action américaine. Wilson refuse tout compromis. Il part en tournée à travers le pays pour rallier l'opinion publique. En septembre 1919, il fait un accident vasculaire cérébral qui le laisse partiellement paralysé. Le Sénat rejette le traité en novembre 1919, puis à nouveau en mars 1920. Les États-Unis ne rejoignent jamais la Société des Nations. Ce retrait américain est catastrophique pour l'ordre de Versailles. Sans les États-Unis, l'Europe reste prisonnière de ses vieilles rivalités. La France et la Grande-Bretagne n'ont ni les ressources ni la volonté de maintenir l'ordre seule. La Société des Nations perd toute crédibilité. L'Allemagne comprend qu'elle n'aura pas à faire face à une coalition mondiale si elle défie le traité. Le traité de Versailles crée un système où chaque acteur se méfie de tous les autres. L'Allemagne se méfie des alliés qui l'ont humiliée. La France se méfie de l'Allemagne qui cherchera la revanche. La Grande-Bretagne se méfie de la France qui pourrait devenir trop puissante. L'Italie se méfie des alliés qui ne lui ont pas donné ce qui lui avait été promis. Les nouveaux États d'Europe orientale se méfient les uns des autres et de leurs grandes voisines. Cette méfiance empêche la coopération qui serait nécessaire pour maintenir la paix. Chaque pays privilégie ses intérêts à court terme, au détriment de la stabilité collective. La France occupe la rure pour forcer l'Allemagne à payer, sans se soucier des conséquences économiques. L'Allemagne refuse de payer les réparations dans l'espoir de faire craquer le système. La Grande-Bretagne joue la France contre l'Allemagne pour préserver son propre équilibre. Les tentatives de révision du traité échouent parce que personne ne fait confiance à personne. Quand Stresemann propose une révision pacifique et progressive, les nationalistes allemands l'accusent de trahison. Quand Briand propose la réconciliation avec l'Allemagne, les nationalistes français hurlent qu'il bradait la victoire. Chaque concession est vue comme une faiblesse qui invite l'adversaire à exiger davantage. Cette spirale de méfiance crée un environnement toxique où les forces modérées ne peuvent pas s'imposer. Les extrémistes des deux côtés se nourrissent mutuellement. Les nationalistes allemands pointent vers la France intransigeante pour justifier leur demande de revanche. Les nationalistes français pointent vers les nazis pour justifier leur refus de toute concession. Le cercle vicieux se referme inexorablement. Les contemporains ont pourtant tiré la sonnette d'alarme. Dès 1919, l'économiste britannique John Maynard Keynes publie « Les conséquences économiques de la paix », un pamphlet dévastateur contre le traité. Keynes, qui a participé à la conférence de paix comme conseiller du Trésor britannique, démissionne en signe de protestation. Il prédit que les réparations ruineront l'économie allemande et européenne, que le traité créera un ressentiment qui mènera à une nouvelle guerre. Le livre de Keynes devient un best-seller. Il influence l'opinion publique britannique et américaine qui commence à voir le traité comme excessivement dur. Mais en France, Keynes est dénoncé comme un agent de la propagande allemande. Les Français considèrent que l'Allemagne peut et doit payer, que c'est une question de justice. En Allemagne, tous les partis républicains, pas seulement les nazis, considèrent le traité comme insupportable. Gustav Stresemann, le plus pro-occidental des chanceliers de Weimar, celui qui obtient le prix Nobel de la paix pour ses efforts de réconciliation, écrit en privé qu'il travaille à réviser le traité
et que son objectif final est de récupérer les territoires perdus. Même les démocrates allemands ne peuvent accepter l'ordre de Versailles. Ces signaux d'alarme sont ignorés ou mal interprétés. Les Alliés croient que le temps guérira les blessures, que l'Allemagne finira par accepter son sort, que la prospérité économique apaisera les tensions. Ils se trompent. Le ressentiment ne s'émousse pas avec le temps. Il s'accumule, se transmet aux nouvelles générations, attend l'occasion de se manifester. Le traité de Versailles ignore les réalités économiques de l'Europe d'après-guerre. Avant 1914, l'Europe formait un espace économique intégré. L'Allemagne exportait des produits manufacturés et importait des matières premières et des produits agricoles. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe orientale dépendaient des importations allemandes. Cet équilibre commercial a été détruit par la guerre. Le traité fragmente encore plus cet espace économique. Les nouvelles frontières coupent les routes commerciales traditionnelles. Les tarifs douaniers s'élèvent. Chaque nouveau pays veut développer sa propre industrie pour ne pas dépendre des voisins. L'économie européenne se balkanise. Les réparations aggravent ces distorsions. Pour payer, l'Allemagne doit générer un excédent commercial massif. Elle doit exporter plus qu'elle n'importe. Mais si l'Allemagne inonde l'Europe de ses produits bon marché, elle ruine les industries des autres pays. Les Alliés veulent que l'Allemagne paie, mais ne veulent pas qu'elle devienne trop compétitive. Cette contradiction est insoluble. Le système des réparations repose aussi sur les prêts américains. L'Allemagne emprunte à l'Amérique pour payer ses réparations à la France et la Grande-Bretagne, qui remboursent leurs dettes de guerre à l'Amérique. C'est un carrousel financier qui ne peut fonctionner que tant que l'argent américain coule. Quand le robinet se ferme en 1929, tout le système s'effondre. Entre la nomination d'Hitler en janvier 1933 et l'invasion de la Pologne en septembre 1939, l'Allemagne nazie transforme complètement l'équilibre des pouvoirs en Europe. Hitler exploite méthodiquement toutes les faiblesses du système de Versailles. Il commence par la propagande. Les rassemblements de Nuremberg, les Jeux olympiques de 1936, les films de Leni Riefenstahl projettent l'image d'une Allemagne renaissante, forte, unie. La machine de propagande nazie martèle le message que l'Allemagne a été injustement traitée et qu'elle reprend sa place légitime. Simultanément, Hitler réarme à une échelle massive. Les usines produisent des chars, des avions, des sous-marins en violation flagrante du traité. L'économie allemande est mise sur pied de guerre. Hitler mobilise toutes les ressources du pays pour la préparation militaire. En 1939, l'Allemagne possède l'armée la plus puissante d'Europe. Hitler teste la détermination des Alliés à chaque étape. Quand il remilitarise la Rhénanie en 1936, il donne l'ordre aux troupes allemandes de battre en retraite si les Français réagissent. Les Français ne réagissent pas. Hitler apprend qu'il peut violer le traité impunément. L'annexion de l'Autriche en 1938 montre que le principe d'autodétermination peut être retourné contre les Alliés. Hitler proclame qu'il unit simplement les Allemands qui veulent être ensemble. Wilson n'avait-il pas défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Comment les Alliés peuvent-ils s'opposer à l'union volontaire de deux pays germanophones? La crise des Sudètes pousse cette logique encore plus loin. Hitler exige l'annexion des Sudètes au nom de la protection des minorités allemandes. À Munich, Chamberlain et Daladier cèdent, croyant qu'ils achètent la paix. 6 mois plus tard, Hitler occupe le reste de la Tchécoslovaquie, démontrant que ses ambitions ne se limitent pas aux populations allemandes. Chaque succès renforce Hitler en Allemagne et affaiblit ses adversaires potentiels. Les généraux allemands qui doutaient de la sagesse de ses politiques aventureuses sont forcés d'admettre qu'il a eu raison. L'opposition interne au régime nazi se tarit. Les Allemands voient que Hitler réussit là où Weimar avait échoué. Il restaure la fierté nationale, efface l'humiliation de Versailles, rend à l'Allemagne son rang de grande puissance. Avec le recul, le traité de Versailles apparaît comme un monument à l'échec diplomatique. Les vainqueurs de 1918 voulaient créer un ordre stable. Ils ont produit un système intrinsèquement instable qui portait en lui les germes de sa destruction. Le traité était fondé sur une contradiction fondamentale. Il traitait l'Allemagne en criminelle tout en espérant qu'elle accepterait volontairement cet ordre. Il punissait l'Allemagne sévèrement tout en la laissant suffisamment forte pour se relever. Il créait un système de sécurité collective tout en excluant l'Allemagne et la Russie de ce système.
Les architectes du traité ont échoué à comprendre que la paix ne peut être durable que si tous les acteurs majeurs y trouvent leur compte. Un ordre international imposé par la force contre la volonté d'une grande puissance ne peut se maintenir que si les vainqueurs sont prêts à utiliser perpétuellement la force pour le défendre. La France, la Grande-Bretagne et leurs alliés n'avaient ni les moyens ni la volonté de maintenir cette domination permanente. Le traité a aussi échoué à créer les institutions nécessaires pour gérer pacifiquement les inévitables changements de l'équilibre des pouvoirs. La Société des Nations était trop faible. Les mécanismes de révision du traité étaient inexistants. Quand les circonstances ont changé, la crise économique, la montée du nazisme, le système n'avait aucune flexibilité pour s'adapter. Le 20e anniversaire du traité, le 28 juin 1939, passe presque inaperçu. L'Europe se prépare à la guerre. 2 mois plus tard, les chars allemands franchissent la frontière polonaise. La paix de 1919 était morte. La Seconde Guerre mondiale, infiniment plus destructrice que la première, allait dévaster le continent pendant 6 ans et faire 50 millions de morts. Le traité de Versailles reste une leçon pour l'histoire. Il montre que la paix ne peut être construite sur l'humiliation et le ressentiment. Il démontre que les vainqueurs d'une guerre doivent choisir entre punir sévèrement leurs ennemis ou les réconcilier, mais qu'ils ne peuvent faire les deux simultanément. Il prouve que sans institutions fortes et sans volonté politique de les faire respecter, les traités ne sont que des morceaux de papier. Dans la galerie des glaces du château de Versailles, le 28 juin 1919, les représentants des grandes puissances signaient ce qu'ils croyaient être un traité de paix. Ils scellaient en réalité le destin de millions d'Européens qui périraient dans la guerre suivante. L'histoire jugera sévèrement leur échec.